Ils mangèrent Tamazirt et songèrent à vendre d'autres champs. Les gens voyaient très bien que Rassi était aux abois. Il refusait d'acheter ou d'offrir des prix convenables. Les vieux n'eurent plus de ressources. À la vérité, Rassi n'avait pas de ces belles propriétés qui s'acquièrent toujours au prix fort et pour lesquelles il se dépense beaucoup de malice, d'intrigue et d'argent. Celles-là sont bien connues. Si chères auraient-elles été payées? C'est toujours l'acquéreur qui est envié. En dehors de Tamazirt et de Tigezran, un champ de figuiers pas très grand, somme toute, les autres parcelles ne valaient pas l'inimitié qu'on ne manquerait pas de faire naître chez les Zeytlarbi si on essayait d'acheter sans leur consentement. Au reste, ces Zeytlarbi étaient nombreux et avaient bien entendu le droit de rachat. Aucun étranger ne guignait les mauvaises terres de Rassi. Ses cousins les prenaient pour une bouchée. Le premier lui prêta de l'argent pendant un certain temps, puis un beau jour exigea le paiement intégral. Rassi dut céder une parcelle dont le prix fut fixé par le créancier. Impossible d'y échapper. C'était concerté entre cousins. Avec le second, ce fut plus simple. Une rahina anti-chérès, Rassi se réservant la possibilité de reprendre son bien. C'était dérisoire et touchant, mais l'acquéreur n'avait nulle inquiétude. Le troisième vint au secours des vieux sans arrière-pensée. Il se présenta en parent généreux, et tel il apparut en effet. Pour lui éviter les courses au marché de la tribu, il proposa à Rassi de l'approvisionner chaque fois. Il se révéla plein de tendresse pour Dedda Rassi et Imma Kamoma. Souvent, il les appelait chez lui et sa femme les gâtait. Quelquefois, il leur parlait d'Amar qu'il avait vu récemment, là-bas, par hasard. Il n'en disait que du mal. Discrètement. Les vieux baissaient la tête, tout de même, et lui répondaient par des bénédictions. Celles qu'ils eussent voulu adresser aux fils ingrats. Je ne désire que leur baraka, proclamait le brave cousin à tout venant. C'était louable, assurément. Mais en plus de la baraka, il ne tarda pas à s'emparer de Tigezran, le dernier champ. Il y eut à cette occasion, entre les vieux et les jeunes, assaut de générosité, échange de mots affectueux. Au vu et au su de tout le village, on fit venir un qadi notaire qui dressa un acte de vente régulier. La chose fut trouvée normale. Seuls quelques malins de la famille comprirent qu'ils étaient joués et en conçurent du dépit. Mais il ne restait plus aux vieux que la pauvre demeure d'où personne n'aurait la cruauté de vouloir les chasser. Rassi mourut bientôt entre les mains de ce fils adoptif, entre parenthèses, qui fut admirable jusqu'au bout. Il eut même le courage de supporter les frais d'enterrement. On ne pouvait lui demander plus. Kamoma n'était que la femme de son grand cousin, ou de son oncle, comme il disait.
Une fois Rassi enterré, il ne subsistait aucun lien avec la vieille. Il ne s'occupa plus d'elle. Cela se produisit sans explication ni éclat. Dans la semaine qui suivit l'enterrement de son mari, Kamuma alla un jeudi soir, la veille du marché, chez son fils, entre parenthèses, pour le charger d'une commission. « Demain, mon fils, pourrais-tu m'acheter un double d'orge ? J'en ai plus. »« Je regrette, Imma Kamuma. Je ne vais pas au marché demain. » Ce fut tout. Le lendemain matin, elle l'aperçut, sellant son âne pour se rendre au marché. Elle se fit livrer à elle-même. Elle se vit livrée à elle-même, car sa propre famille, qui ne comprenait plus que des jeunes, l'abandonna à son tour pour des raisons d'honneur que tout le monde fut forcé d'admettre. Ce fut d'ailleurs à cause de son fils, Hammer, qu'elle fut reniée ainsi des siens. Mais la chose sera relatée plus loin. Donc, elle se vit bien seule, et il lui vint à l'idée qu'elle aurait dû mourir avant Rassi. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle estima objectivement que le cousin ne les avait pas volés. La maison n'était pas tout à fait vide. Elle commença à se priver. C'est là le début de cette pente douce dont il est fait mention plus haut. Il y avait des choses à vendre, de menus services à rendre, des dons à provoquer adroitement. Il ne s'agissait ni plus ni moins que de lutter pour vivre. Une lutte non de force, mais de petits calculs, de ruse, contre les gens et contre soi-même, contre ses propres instincts, ses désirs, sa susceptibilité. Il lui fallut se mettre bien dans la tête, une bonne fois pour toutes, qu'elle était malheureuse et s'incliner devant le sort. Elle eut tout de suite à tirer avantage de sa nouvelle situation. Avec la mort de Rassi, la maison de Kamuma resta la seule dans le quartier où il n'y avait pas d'hommes. Du vivant de son mari, les femmes pouvaient y entrer, mais non y tenir salon. Dès lors, le logis devint une espèce de refuge pour toutes les femmes et les jeunes filles du quartier. Elles avaient toute la liberté d'y aller et de s'y réunir. Une jama en quelque sorte. Les maris, les frères, les pères n'en conçurent aucune jalousie. Sécurité complète. Kamuma, de son côté, mettait sa maison à la disposition de toutes. Elle n'avait rien à cacher. Imma Kamuma habitait au bout d'une ruelle du quartier. Ce quartier forme une harouba, autant dire une grande famille. Toutefois, avec le temps, le cousinage est devenu assez vague et la confiance n'est plus absolue. Il n'y a aucun relâchement. On voisine sans trop d'intimité. C'est par famille que les gens accomplissent leurs tâches au dehors. Ces tâches terminées, les femmes restent à la maison et les hommes vont à la djama. Il est normal qu'une femme quelconque du quartier parle avec ses cousins. Bonjour, bonsoir, sois le bienvenu. Elle peut lui donner un renseignement ou recevoir une commission en passant une fois par hasard. C'est admis. Pourtant, les femmes entre elles s'abordent, se fréquentent, se retrouvent, tout comme font les hommes dans leur djama ou leur café. Ce n'est pas seulement sur le pas de porte qu'elles se tiennent. Le temps est bien partagé. On sait les moments où l'homme est à la maison. Quand il va à ses affaires, la femme va aussi aux siennes. Elle doit aller chez telle ou telle voisine pour la féliciter d'une naissance, aller consoler telle autre dont le mari vient de partir en France, voir le métier d'une tisseuse, fureter par-ci par-là,
en quête d'une nouvelle, d'un renseignement, flâner là où l'on s'amuse, s'apitoyer là où l'on pleure. Les instants d'absence du mari ne sont jamais perdus pour elle. Tout autant que l'homme, la femme a son existence double, privée et publique en quelque sorte.